Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Dès minuit ce soir, les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire seront réouvertes à ses voisins. Elles avaient été fermées en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. 3 ans après, le porte-parole du gouvernement annonce leur réouverture. La direction Ouélé dans ce journal où 11 villages sont à couteau tiré avec une société d'exploitation minière. Elle est accusée de polluer leur environnement, des accusations que rejette l'entreprise. Et puis le bilan s'alourdit en Turquie et en Syrie. Il approche les 40 000 morts ce mercredi. Un appel aux dons en soutien à cette tragédie a été lancé par les Nations Unies. C'est une nouvelle qu'attendaient avec impatience les transporteurs routiers. Ce mercredi, il a été annoncé en Conseil des ministres la réouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire, fermées en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision qui intervient au regard de l'évolution positive de la situation sanitaire. Les précisions de Pierre Dipomella. C'est une bonne nouvelle pour la mobilité des hommes et des biens. Les frontières terrestres ivoiriennes, closes du fait de la crise sanitaire de Covid-19, depuis mars 2020, sont à nouveau ouvertes pour le bonheur des voyageurs. C'est une décision du gouvernement prise en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a expliqué les motivations de cette réouverture à l'issue du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique, les frontières aériennes et maritimes ont été ouvertes. Dans cette même dynamique, le décret adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. La Côte d'Ivoire est frontalière du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Des millions de personnes originaires de ces pays, vivant sur le sol ivoirien, devaient emprunter des chemins détournés pour se rendre dans leur pays d'origine. Que se passe-t-il à Ouélé? 11 villages sont à couteau tiré avec une société d'exploitation minière. Elle est accusée par les villageois de polluer l'environnement et détruire les plantations. Des accusations que rejette en bloc l'entreprise qui pointe du doigt une montée des eaux du fleuve mitoyen. Le constat de Pierre Dipomella. Sika Kobenankro, près de Ouélé. Ici est installée depuis maintenant 9 mois Somina, une société d'exploitation minière. À moins d'un an d'exercice, la cohabitation avec les villageois se montre de plus en plus difficile depuis que les plantations des villages environnants sont inondées d'eau trouble. Les villageois redoutent une catastrophe environnementale et une baisse de leurs activités agricoles. Organisés en collectif, les villageois pointent du doigt Somina qu'ils accusent de déverser les eaux usées de l'exploitation aurifère dans les champs. Quand les Sominas sont arrivés, ils ont coupé les barrages pour faire les paillage. Après ça, il faut ouvrir pour faire passer l'eau. La fleuve ne peut pas contenir cette eau-là. L'eau, il est obligé de passer partout pour prendre les coins là, vers mon champ là, tout est envahi. Quand ils lavent leur or, là, ça nous crée des désagréments ici. L'eau est polluée et tout ce que vous voyez ici, c'est l'eau là qui a tué tous ces bananiers et tout ça là. Ça impacte sur le village. Sur le site minier, aucun produit toxique n'est utilisé pour laver la boue, rassurent les responsables de l'entreprise au cours d'une conférence de presse. Pour l'eau dans les plantations, Somina évoque plutôt une montée des eaux du fleuve. Suite à toute leur observation épidémiologique dans la région, il n'y a pas une maladie qui vient des suites de nos travaux, qui est connue de leur répertoire. Donc tout ce qu'ils disent, qu'ils traversent l'eau, ils ont des démangeaisons. C'est archi faux. Tout l'eau qui est là, vous voyez tous ceux qui sont ici font des champs ici. À aucun moment, ceux de Bayassou, ceux de Sika Kobenankro, ceux de Kodiakro n'ont révélé des pertes
d'animaux ou des maladies suite à nos travaux. À aucun moment. On a fait tout le processus, enquête publique, enquête de Komodo en Komodo. Ils étaient associés au projet lorsque les jeunes de Sezeu qui exploitent illégalement dans cette forêt ont débarqué parce que la société Somine a occupé la zone qu'eux ils exploitaient. C'est des clandestins qui exploitaient là-bas. Je regrette avec beaucoup de douleur ce qui leur est arrivé et je leur demande que ce n'est pas le fait de nous-mêmes notre propre intérêt à exploiter et impacter leur zone négativement. Et je leur demande beaucoup de compréhension et que nous sommes ouverts à toute proposition possible à notre moyen pour pouvoir traverser cette difficulté ensemble. Les villages impactés sont Wele-Prikro, Egoukro, Kouakousekro, Ebini, Kwadiokro, Kobenankro, Ananda, Anguakro, Degbe-Bayanou. Selon le collectif de ces 11 villages, le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, est passé inspecter les eaux. Les résultats sont toujours attendus. Pour renforcer la politique nationale sur la migration régulière, des résolutions sont aussi attendues à l'issue d'une rencontre de 3 jours entre des membres du corps diplomatique et des acteurs des questions migratoires en Côte d'Ivoire. Ils étaient réunis ce mercredi dans un réceptif hôtelier d'Abidjan et c'était en présence de Tiémé Danger et Cheikh Bleu. Commerçante de pagne au marché d'Adjamé Roxy, auparavant, cette trentenaire s'est reconvertie depuis mi-2022 dans la vente de bananes braisées au carrefour Sable de Yopougon. Sa vie a basculé depuis que son époux a perdu la vie pendant la traversée de la Méditerranée via la Tunisie. C'est 1,5 million envoyé. C'est quand on a fait partie de l'argent que le monsieur qui est là-bas, il a dit que mon mari n'est pas rentré. Ces 2 jeunes filles, dont l'une vendue par son oncle à Oman et l'autre par un réseau de passeurs, ont échappé à cette infortune. En détresse, elles sont rapatriées dans leur pays par les soins de la Direction générale de la diaspora. Quand je travaille, on ne me paye pas jusqu'à 8 mois. Donc je dis, comme c'est comme ça, je vais me retourner. Ils ont versé l'eau chaude sur ma main, à côté de ma bouche, tout. Ils m'ont mis en prison. Je ne sais même pas comment il allait venir. Pour cette structure du ministère d'État en charge des Affaires étrangères, l'heure est au changement de paradigme. La priorité, anticiper sur les départs à travers la politique migratoire nationale, fruit de la contribution des acteurs dans des membres du corps diplomatique de pays d'accueil en Afrique du Nord et dans le Golfe, mais aussi des partenaires au front de la lutte contre la migration irrégulière. Tous sont réunis dans cette dynamique aux assises d'Abidjan Plateau, dont les enjeux et attentes sont déclinés. Avec tout ce qu'il y a comme esclavage, comme difficulté que les gens ont, et des gens qui vont, n'est-ce pas, sur les océans au péril de leur vie, de tout ce qui est mis en place par le gouvernement à travers le ministère d'État et qui a demandé, n'est-ce pas, à la Direction générale de la diaspora d'adresser la question et de trouver, n'est-ce pas, des solutions avec nos ambassadeurs et puis avec les pays où les migrants prennent comme l'élément de transit. Aujourd'hui, il faut mettre en place une politique pour faire en sorte que de minimiser, n'est-ce pas, le phénomène migratoire. Il y a une crise de confiance en soi. Beaucoup de jeunes fuient des chemins de la migration ne vont pas seulement parce qu'ici il n'y a pas bon à vivre, mais ils y vont parce qu'ils ne croient pas aux conditions. Ils ont l'impression qu'il y a mieux ailleurs. Et c'est quand ils vont, comme on dit en Côte d'Ivoire, et qu'ils tapent au dos, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est mieux d'être ici, qu'ils comprennent qu'ils ont pris un mauvais chemin. Donc il y a de quoi encore travailler l'esprit des uns et des autres pour comprendre qu'il y a l'aspect économique, mais une dimension psychosociale qui est énorme, qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il est bon qu'on définisse ensemble une stratégie, mais qui respecte le pacte mondial adopté en 2018 par tous les pays. Donc aujourd'hui, on est au stade où il faut passer des réunions qui ont eu lieu à l'action, mais l'action concertée. Travaux prévus sur 3 jours, cette rencontre participative, meublée de communication et d'études de cas, va passer en revue la situation des migrants ivoiriens en Tunisie, en Algérie, au Maroc et dans les pays du Golfe. À terme, cette situation est analysée et un document de référence élaboré pour une meilleure maîtrise de la migration irrégulière et ses problématiques dans la traite des personnes dans les pays du Golfe et en Afrique du Nord. Et puis la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté a produit pour la période triennale 2023-2026 le programme d'investissement public. Il sert de base pour la mise en œuvre efficace du plan national de développement. Hier, la direction en charge de ce programme a procédé au lancement du processus afin d'échanger avec les parties prenantes. Le reportage de Nadja Edjar et Tanguy Conin. Le programme des investissements publics constitue l'un des piliers de l'action gouvernementale.
Il vise à améliorer l'efficacité de la dépense publique pour un meilleur développement socio-économique. D'où le thème de cette cérémonie, une gestion des investissements publics modernes pour un développement durable. Donc ce chantier-là, il a cours depuis plusieurs années, il a plusieurs axes, notamment au niveau des finances publiques, la mobilisation de ressources d'une part, et donc en face de cette mobilisation des ressources, la bonne utilisation, l'effectivité et la précision de la dépense. Parmi les points importants au cours de cette cérémonie, le décret 2022 qui réglemente le processus d'élaboration du PIP. Ce décret décrit et réglemente les différentes étapes du cycle d'investissement public, allant de l'identification, la maturation, la sélection, la programmation et l'exécution des projets d'investissement public. Il permet également d'uniformiser tout le processus de gestion des projets d'investissement, de formaliser et de clarifier la programmation des investissements publics. L'élaboration du programme d'investissement public a donné jusqu'ici des résultats probants. Entre 2011 et 2022, le volume des investissements publics et privés a été multiplié par 7. À J- de la Cannes, le port autonome d'Abidjan et la FIF ont signé ce mercredi une convention. L'institution portuaire entend ainsi accompagner le développement du football ivoirien et surtout faciliter une meilleure préparation des éléphants à ce championnat. Les précisions de Salif Alekwe et Mathurin Badé. Par ses signatures, le port autonome d'Abidjan s'engage à soutenir la FIF, Fédération ivoirienne de football, dans le cadre du développement du football ivoirien, avec en ligne de mire la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire va abriter en janvier 2024. Il s'agit d'une responsabilité sociétale, à en croire le premier responsable du port. Si, par le passé, on était aux côtés de la FIF pour des tournois à l'extérieur, vous comprenez bien quand ça se passe chez nous, notre engagement est décuplé. Nous avons plaisir donc à vous accompagner, à accompagner notre football. Cela dans le cadre de notre responsabilité sociétale. L'État s'y investit, les particuliers s'y investissent et les sociétés d'État, comme le port autonome d'Abidjan, avons le devoir d'accompagner la Fédération ivoirienne dans la quête de la réussite finale pour ce tournoi. Que déjà en termes d'organisation, les choses se passent dans les très bonnes conditions. Au moment de la compétition, nous ayons une équipe nationale prête à relever tous les défis. Idriss Diallo, pour sa part, a salué la constance des autorités portuaires dans le soutien au football ivoirien. Le but, c'est qu'on joue au football partout sur le territoire national et que cette activité soit une activité saine et qui permette à nos jeunes de s'exprimer dans les meilleures conditions possibles, de façon sereine et que ces jeunes-là restent dans leur région. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés parce qu'évidemment, quand on veut faire ce genre de projet, nous avons d'énormes besoins. Et les besoins sont importants, mais les besoins ne sont pas uniquement pour les équipes nationales. Ils sont aussi et surtout pour l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. 5 localités vont abriter la CAN. Outre Abidjan, avec 2 stades, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro seront de la partie. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football est depuis quelques jours en terre ivoirienne dans le cadre des préparatifs de cet événement sportif majeur. Et puis, près de 40 000 morts en Syrie et en Turquie, l'ONU lance un appel humanitaire de 242 milliards de francs CFA pour les populations victimes des tremblements de terre qui ont ravagé les deux pays il y a une semaine. Le récit de Salif Alekwe. Récolter environ 400 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie pendant 3 mois. Tel est l'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par la voix de son secrétaire général, au terme d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Good morning. Aujourd'hui, j'annonce que l'ONU lance un appel humanitaire de 397 millions de dollars pour les populations victimes du séisme qui a ravagé la Syrie. Cela couvrirait une période de 3 mois, a déclaré Antonio Guterres à la presse, précisant qu'un appel aux dons équivalent pour la Turquie était en préparation. $7 million humanitarian appeal. Une délégation de l'ONU est entrée mardi pour la première fois depuis le séisme meurtrier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, afin d'évaluer les besoins de ces régions durement affectées. Elle s'est entretenue avec des responsables côté syrien du poste frontière, seul point par où entre l'aide aux régions sous contrôle rebelle sinistrées jusqu'à présent. La délégation s'est ensuite rendue dans un centre du PAM, Programme alimentaire mondial, à Sarmada, avant de se réunir avec des responsables locaux. La guerre dans ce pays, sous le coup de sanctions internationales,
a fait plus d'un demi-million de morts et avant même le séisme, la majorité de la population avait besoin d'une assistance humanitaire. À Antakya, en Turquie, un survivant est sorti des décombres d'un immeuble effondré par un groupe de secouristes 8 jours après le violent séisme. Le déploiement médical d'urgence de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en Turquie, avec 3 avions et du matériel de soins pour 400 000 personnes, est le plus grand des 75 ans d'existence de l'OMS Europe, selon le directeur régional de l'Europe, Hans Klug. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie mardi en milieu de journée atteignait 35 662 morts et 31 974 en Turquie et 3 688 en Syrie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.